Laurent Jérôme, bonjour. 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 Vous avez de la chance, il fait beau. On termine notre périple dans les Corbières par vous. C'est bien quand même. Hein, Ben oui. on a poussé en même temps. Voilà, les Corbières, c'est vaste, c'est long. On n'a pas arrêté de le dire que c'est un immense territoire qui essaye de se redynamiser par des dénominations géographiques. Et je dis c'est loin parce que bon, là, on a la frontière. Hein. Vous êtes au bout de la Larique, puisque ça va être le thème de notre discussion pour cette vidéo, ce terroir de la Larigue, mais voilà, la frontière Carcassonne à combien de kilomètres là 10 km. 10 kilomètres, voilà, donc on est beaucoup plus proche. Et sur le domaine, on est la dernière parcelle de l'appellation Corbière. Ah oui, la dernière parcelle. Donc voilà, je m'attendais à ça. Mais la Larigue, c'est un territoire que j'avoue j'ai découvert lors d'une belle dégustation que j'ai fait précédemment, et avec aussi un cépage qu'on connaît très bien dans le sud, mais que je n'imaginais pas devenir un petit peu l'axe, la colonne vertébrale de cette appellation, c'est le Grenache. J'imagine que vous y êtes un peu pour quelque chose, enfin dans votre approche des vins de la propriété. Vous m'en dites un mot, si vous voulez commencer. Oui, ben, alors le Grenache présente beaucoup d'avantages. C'est un cépage très, très caméléon. Voilà. Bon, on connaît les Grenaches des PO qui, lorsqu'ils sont très très mûrs, vont sur des arômes voilà, que tout le monde connaît, de cerises et tout ça. Lorsqu'il est sur des terroirs plus frais, c'est un petit peu épicé, un petit peu framboise, un petit peu fraise. Voilà. Et c'est un cépage qui permet d'amener au vin de la rondeur, de la souplesse, un grain de tanin très élégant et un fruit toujours là, toujours très, plutôt fruits rouges dans la région. Et on pense que c'est un cépage qui correspond parfaitement au vin que l'on souhaiterait développer aujourd'hui, à savoir des vins avec une belle buvabilité, une belle élégance, une belle fraîcheur, quelque chose d'assez subtil, entre guillemets. Voilà. Alors, Jérôme, l'Audois, qu'est-ce qu'il a de particulier, le Grenache, pour toi, de ce secteur, vous qui entre guillemets, brassé, en goûté beaucoup à droite, à gauche, qu'est-ce qu'on pourrait le... Oui, mais Laurent a raison. Oui, c'est un cépage en effet qui apporte un bel équilibre entre acidité et maturité. Donc c'est vrai que c'est un cépage qu'on arrive, lorsqu'il veut donner des fruits, lorsqu'il n'y a pas de coulure, etc. Parce que bon, il y a quand même pas mal de... Oui, il peut être cabot. Il peut être un peu cabot, exactement. Mais lorsqu'on arrive à avoir de beaux raisins, oui, c'est un cépage qui permet d'avoir de très beaux équilibres. Voilà, ça c'est clair. Alors, la Larigue, c'est deux versants. Vous êtes plutôt versant nord. Hein, ça aussi, c'est relativement nouveau d'imaginer qu'on va me frapper à la porte de l'INAO pour demander un accompagnement d'un territoire spécifique face nord. Parce que, quand même, si on regarde l'histoire des appellations françaises, je crois que ça doit être à 90% sud-ouest, même pas sud-est au Levant. Ça aussi, c'est intéressant parce que ça raconte aussi une autre façon d'aborder un territoire sudiste comme les Corbières. Voilà, non, mais il y a plusieurs aspects. Il y a déjà l'aspect de, entre guillemets, réchauffement climatique. On a un changement de climat. Je pense que tout le monde aujourd'hui peut le constater. Et effectivement, nous, en tant que vignerons, on va rechercher de plus en plus à planter des vignes en altitude, entre guillemets. On n'est pas non plus des altitudes énormes, mais on va essayer d'aller chercher des terroirs en altitude, plus frais, plus au nord, de manière à garder de la fraîcheur dans nos vins et pas trop monter en alcool, et de manière à ce que la vigne s'épuise et souffre du stress hydrique comme plus bas dans les plaines. Et du coup, nous, sur l'ensemble de nos cuvées, on essaie d'aller chercher tout le temps ces terroirs frais et d'altitude, dans la mesure du possible, bien évidemment. Et dans la Larigue, on a la chance d'avoir naturellement pas mal de vignes implantées côté nord, à des altitudes qui peuvent monter jusqu'à 300-400 mètres d'altitude. Et on pense clairement que c'est ce genre d'implantation de vignobles qui va amener des vins sur garder la l'élégance, digestibilité, ou même la faire un peu plus découvrir encore sur le secteur. Et alors, quel autre terroir vous pourriez comparer ou trouver un cousinage avec si on compare la Larigue, ça vous fait penser à quoi quand dans toute la palette un petit peu que vous travaillez? Dans le Languedoc-Roussillon. Ou dans le Languedoc-Roussillon. C'est une question. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'en fait, on est vraiment à une frontière climatique. Il y a un croissant méditerranéen en Languedoc-Roussillon, clairement, et puis à Carcassonne, il y a trois appellations qui se détachent, qui sont le Cabardès, la Malpère et le Limouxin.
Donc on y fait des effervescents et on n'y trouve là que des cépages du nord. Plutôt du nord. On dit océanique. Voilà, du océanique, nord. voilà. Ouais. Donc, et Carcassonne, et ce terroir de la Larique qui est situé en Corbière, il est à quelques collines de ces trois appellations-là. Donc c'est vraiment une barrière climatique qui crée en fait une situation quasi atypique dans le croissant, en tous les cas, méditerranéen. Ouais, c'est ça, clairement. Ouais. Donc je ne sais pas si on peut comparer, parce que d'abord en termes de sol, etc., on ne peut pas dire qu'on ressemble, je ne sais pas moi, à des terrasses du Larzac. Non. C'est absolument, enfin c'est vraiment très, très spécifique, quoi, ce coin. Oui, puis on est vraiment, comme le disait Jérôme, on est vraiment à la limite entre le climat méditerranéen et continental. On le voit ne serait-ce qu'au niveau d'autres cultures, les oliviers, ça s'arrête ici, quoi. Voilà, nous on a des oliviers sur le domaine, mais après il n'y a plus d'oliviers. Et on est vraiment sur une barrière climatique. Donc nous on trouve que c'est un atout très très intéressant pour développer nos vins, parce que justement la vigne aime ces différences de température, cette humidité. Voilà, on est quand même dans le sud, hein, mais on a une réelle différence et un terroir qui est quand même assez atypique. Enfin, vous avez dégusté nos vins. Quand on déguste nos vins, beaucoup de nos clients n'ont pas l'impression d'être dans les Corbières. Ça les surprend énormément, quoi. Ouais. On n'est pas sur. Alors je ne sais pas comment il faut le prendre d'ailleurs. C'est surprenant parce que pour les Corbières, comment. Ça, on laisse les clients apprécier. C'est pas à nous de juger. Et alors, je me demandais de changer de casquette. Là, on a beaucoup parlé de production, goût de vin, tout ça. Là, vous êtes aussi maintenant des acteurs importants et regardez sur le commerce des grands vins du Sud. Cette délimitation, ce travail de délimitation sur les Corbières, très sincèrement, vous pensez que c'est nécessaire, on l'a dit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce grand territoire puisse être identifié plus précisément. Mais comment commercialement ça peut prendre? C'est quoi? Je sais qu'il n'y a pas de recette, mais d'après vous, comment ça doit se présenter? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de propriétés de pointe, de marques qui poussent ça? Comment vont être les clés de réussite? Il faut partir du postulat, de toute façon, que ce qui fait la spécificité française, ce sont ces appellations. Donc, il n'y a pas à chercher, grosso modo, ailleurs que d'inscrire les terroirs et les appellations dans une identité régionale. Donc, il faut défendre absolument cette chose-là. Donc, après, on peut se poser des questions sur est-ce que les Corbières sont trop grandes? Est-ce que c'est une mosaïque de spécificité et que peut-être il y aurait un géologue intérêt. m'avait dit il y a quelques années, c'est une poubelle géologique. C'était voilà. Pas très sympa, non. mais ça raconte aussi ça montre la diversité que l'on peut rencontrer dans les Corbières. Donc il y a peut-être un intérêt, en effet, à mener une réflexion sur la détermination de régions peut-être un peu plus petites et ensuite que chacune de ces régions, au sein d'une Corbière générale, mais travaille plus spécifiquement sur ses sols, sur ses vignerons, etc. On est face aussi il y a presque, qui fait de l'équitation, un refus de certains clients quand aujourd'hui on présente des Corbières. Moi je l'entends, hein, il y a des vignerons qui disent on fait des salons, on nous contourne presque quand le mot Corbière est annoncé. Alors, je suis pas tellement d'accord, Antoine. Alors, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des vignerons vraiment Corbières et qui moi je comprends qu'à une époque on ait pu penser ça. Aujourd'hui, je le comprends beaucoup moins parce que je sais ce qu'il y a dans la bouteille. Alors oui, je rencontre pas trop ça moi sur les marchés. On rencontre pas trop ça sur les marchés. La notion de Corbière, même, elle a plutôt une certaine notoriété. Et il y a toujours des appels d'offres en Corbière par des monopoles, par des grandes maisons, etc. Avoir un Corbière, c'est pas quelque chose qui est rejeté, même au contraire, je dirais que... Et d'ailleurs, c'est l'appellation la plus connue. Hein. Oui, c'est une des appellations les plus connues. Oui, mais c'est ça qui est étrange aussi. 40% des Français connaissent l'appellation. Il y a une notoriété là. Même à l'étranger, il y a une vraie notoriété. Alors après, une fois de plus, c'est que quand on est une grande région, il s'y produit peut-être des qualités très hétérogènes. Voilà, il manque d'homogénéité en matière de qualité. Et peut-être qu'il faut ensuite rentrer avoir des spécificités plus marquantes pour pouvoir s'imposer sur les marchés. Mais il ne faut pas dire, je pense pas. Je pense qu'une appellation comme Mallepère, par exemple, a beaucoup plus de difficultés
a trouvé sa place dans le Languedoc-Roussillon. Beaucoup moins connu. Voilà, beaucoup moins connu, des cépages atlantiques à majorité, enfin pas à majorité, totalement atlantique. Donc là, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour eux. Les corbières, ça fait vraiment partie du bassin Languedoc-Roussillon. C'est une appellation qui est là depuis, qui est historique, qui est une des premières appellations d'ailleurs qui s'est inscrite historiquement. Il y a un vrai passé. Donc il y a un vrai passé quand même. Par contre, il y a une grosse histoire en GD aussi, des corbières. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Il y a ça aussi. Non, mais j'essaie de pas de. Non, mais je veux pas dénigrer du tout. J'essaie de comprendre. Voilà ce que. En fait, historiquement, le corbière, ça fait partie des premières appellations à vendre beaucoup de vin en bouteille ou en jerrycan, là, voilà, qui étaient beaucoup présentés en GD, alors que les autres vendaient en vrac encore. Et les autres appellations sont plus tardives. Voilà, tout ce qui est Pic Saint-Loup, Terrasse du Larzac et autres se sont construits beaucoup plus tard. Donc, ils ont bénéficié d'une très bonne image qualitative méritée parce que ce sont des très bons vins, mais ils sont arrivés beaucoup plus tard, alors que les corbières étaient déjà là dans les années 80. Donc forcément, c'est plus difficile de se reconstruire quand on a un passif où les gens connaissaient le corbière à un tel prix, tel profil, telle qualité, qui a beaucoup évolué aujourd'hui. Mais effectivement, je partage tout à fait ce que dit Jérôme. Nous on ne ressent pas de rejet. Jérôme, c'est que, par contre, à l'export, c'est quelque chose il y a une demande, il y a quelque chose, il y a des marchés. Il y a des marchés, on va dire, matures pour le corbière. L'image perçue par le consommateur étranger par rapport à celui qui est perçu par le consommateur français n'a rien à voir. Je pense qu'il n'y a pas cet a priori un petit peu négatif que peut avoir le consommateur français. Mais non, je pense pas que... Non, moi je pense qu'il faut continuer à œuvrer, à améliorer, à rendre plus homogène la qualité générale, travailler peut-être sur des spécificités régionales. Enfin voilà, il faut mettre en avant les ambassadeurs, parce qu'il y a des grands vignerons. Bien sûr, on en a plein nos vidéos. On en a plein, voilà. Donc il faut que ces ambassadeurs-là n'aient pas peur d'écrire corbière sur les étiquettes. Il faut qu'ils défendent l'appellation, voilà. Et petit à petit, on sortira de l'ornière. Qu'est-ce qui, d'après vous, on revient sur l'Alaric, on va terminer ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire, admettons que vous ayez les moyens de communication, pour faire découvrir l'Alaric, ça serait quoi? C'est-à-dire qu'il y a sur place quelque chose à faire, il y a un endroit qu'il faudrait un petit peu sanctuariser pour qu'on se rende compte un petit peu des spécificités du... C'est un site naturel. Après, la montagne. Oui, mais on ne sait pas. C'est pour ça peut-être qu'il y a peut-être des chemins, des sentiers, il y a peut-être des points de vue qu'il faut à tout prix découvrir. Oui, il faut visiter l'Alaric. C'est ça. Alors dites-moi comment on fait pour visiter l'Alaric. Non, mais c'est un site naturel, qui est à plus de 600 mètres d'altitude et ça surplombe vraiment, plusieurs territoires, de l'Aude jusqu'à l'Hérault. On voit les PO aussi. Donc par exemple les Toulousains qui vous aiment, qui aiment maintenant à fond le Languedoc, quand ils arrivent, c'est quand même ça, ils quittent Carcassonne, ils pourraient commencer avant d'aller à la plage, ils pourraient commencer par l'Alaric, non? C'est ça? Oui, ils pourraient partir en VTT électrique, en rando à cheval, en rando à pied. Il y a énormément de choses à faire dans l'Alaric. Il y a plein de chemins qui montent et qui arrivent au sommet de l'Alaric. Et quand on est au sommet de l'Alaric, si on se tourne vers le nord, on a tout ce qui est montagne noire avec le Minervois, etc. Et si on regarde au loin, on arrive à voir presque la mer. Et quand on se tourne sur la partie sud, on a le Val de Dagne dans un premier lieu, et puis ensuite tout ce qui est le plateau des Corbières. Puisque les Corbières, c'est quand même un immense plateau qui démarre ici et qui descend lentement vers la mer Méditerranée. Voilà. Si vous voulez, on ira faire un petit tour. Nous, on a un très joli point de vue en haut du domaine, là où on voit vraiment comment se découpent d'un côté les Corbières, de l'autre côté la montagne noire, avec l'Alaric en face et la plaine sur le fond. Ça tombe bien, parce qu'on avait besoin d'images. Voilà, donc je pense qu'on pourra bien se rendre compte de la configuration. Mais après, oui, bien sûr qu'il faut venir dans l'Alaric. C'est un endroit sauvage, qui est naturel, qui est très beau. Il y a des sources, il y a des histoires de secrets, de trésors dans des châteaux. Il y a plein d'histoires à venir découvrir dans l'Alaric, bien sûr. L'Alaric et les Corbières, oui, c'est très sauvage encore, excessivement sauvage. Bon, beaucoup de trésors, dont les vins. Allez, on va finir comme ça. La chute un peu plus. Les vignerons. Bon, merci Laurent, merci Jérôme. Merci à toi. Plaisir.